L'équipage d'un avion de passagers cherche l'aéroport en vain. Look carefully. La pluie rend la visibilité nulle. Inside, missed approach. Go around. Plus de 200 passagers sont à bord. J'ai aperçu une énorme boule de feu. Les enquêteurs cherchent des indices. Une pièce d'équipement manquante est-elle responsable de l'écrasement? Selon moi, c'était extrêmement irresponsable. Plusieurs passagers auraient pu s'en sortir ce soir-là. J'en suis convaincu et rien ne me fera changer d'avis. Mayday, mayday. Nimitz Hill, Guam, le 5 août 1997. C'est ici que les Américains ont déclenché leur redoutable offensive contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. La paix y règne maintenant depuis plus de 50 ans. Chaque soir, des dizaines de pilotes commerciaux survolent cette zone rocheuse pour atterrir à l'aéroport international d'Agana, à Guam. Les vols proviennent des aéroports de l'Asie. Tard en soirée, le vol 801 de Korean Air en provenance de Séoul se dirige vers Guam. Le commandant Park Yong-chol, 42 ans, est aux commandes de l'appareil. Park est un ex-pilote des forces aériennes et conduit des Boeing 747 depuis plus de 6 ans. 4 mois auparavant, le président de Korean Air a récompensé Park pour avoir bien réagi lorsque le moteur de son Boeing 747 a calé à basse altitude. Les passagers sont pour la plupart des touristes coréens, japonais et occidentaux en route vers les plages magnifiques de Guam. Guam est un territoire non incorporé des États-Unis. La superficie de la petite île est de moins de 6000 km², mais les plages y sont nombreuses. Sean Burke, 24 ans, et sa petite amie Wendy Bunton de San Diego comptent profiter pleinement des plages de Guam pendant leurs vacances. Sean et Wendy voulaient faire de la plongée à Guam. Et ils allaient en profiter pour visiter le frère de Wendy, qui est médecin dans les forces navales des États-Unis. Barry Small a quitté la Nouvelle-Zélande après avoir accepté un autre contrat de 6 mois comme pilote d'hélicoptère à Guam. Mais il a le cœur gros. La veille de mon départ, mon père a été foudroyé par une crise cardiaque. J'ai pratiqué la réanimation cardio-respiratoire jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent. Je voulais annuler mon contrat pour rester avec lui, mais il a insisté pour que je parte. L'appareil est à quelques heures de Guam lorsque la quiétude du vol est interrompue. Watch the speed. It could be severe turbulence. Make an announcement to have everyone in their seats with seatbelts on. Ladies and gentlemen, this is your first officer speaking. Malgré son expérience, Barry Small est surpris par les secousses. La turbulence est survenue sans avertissement. Tous les gens qui n'étaient pas attachés n'arrivaient pas à rester assis. Les compartiments à bagages faisaient beaucoup de bruit. Les objets qui s'y trouvaient menaçaient de se briser. Les secousses étaient extrêmement violentes. La turbulence est très forte, mais l'équipage ne s'en fait pas pour autant, et tout revient à la normale. Ladies and gentlemen, this is your first officer speaking.
We have cleared the turbulent area. Mais certains des passagers demeurent agités. It's okay, Rika. We'll be there soon. Ma'am, if you don't mind, I'm gonna move this duty-free up here for you. Les agents de bord font le grand nettoyage et les passagers s'installent pour le reste du voyage. J'avais fait escale à Séoul pendant 12 heures. Plus la température s'élevait, plus je me sentais inconfortable. J'ai retiré mes chaussures pour me mettre à l'aise. Une pluie intermittente tombe sur Guam depuis la matinée. Le mois d'août est en plein cœur de la saison des pluies. Il peut pleuvoir à tout moment, ce qui rend la tâche des pilotes plus difficile. Dans cette partie du monde, les orages de courte durée sont fréquents. Ces orages n'empêchent pas le pilote d'entamer son approche finale. Par contre, sa visibilité sera nettement réduite. Peu après 1 heure, le vol 801 entre en communication pour la première fois avec Kurt Mayo, le contrôleur aérien de l'aéroport de Guam. Guam Center, Korea 801, leaving level 410 for 2600. Korean Air 801, roger. L'équipage n'est pas le seul à se préparer pour l'atterrissage. Après 3 heures de vol, les passagers sont impatients d'arriver à l'aéroport. C'est la 10e fois que le commandant Park survole Nimitz Hill, mais cette fois-ci n'est pas comme les autres. Dans la plupart des aéroports, les pilotes entament l'approche finale à l'aide de la trajectoire de descente, une série de phares et de balises qui aident les avions à atterrir en toute sécurité. En suivant la trajectoire de descente, le pilote atteindra le début de la piste d'atterrissage. Mais on a retiré les balises de l'aéroport de Guam pour effectuer l'entretien. On a avisé les pilotes que les balises seraient hors d'usage pendant 2 mois. Sans l'émetteur de l'aéroport, l'indicateur d'alignement de descente dans le poste de pilotage est inutile. Il est rare que les avions atterrissent sans l'aide de la trajectoire de descente, mais c'est possible. Mais ce n'est pas le seul problème. Le commandant Park est épuisé. Really sleepy. L'avion approche de Guam. Les nuages et la pluie bloquent son chemin. Captain, Guam condition is no good. It's raining a lot. Le commandant Park et son équipage ont quitté Séoul il y a plusieurs heures. Il fait nuit et la pluie réduit considérablement la visibilité. Malgré leur fatigue, ils doivent entamer l'approche finale vers l'aéroport de Guam. À part la turbulence, il s'agissait d'un vol comme les autres. Nous avons mangé notre repas et tout était normal. Tandis que l'avion approche de Guam, un orage violent éclate à proximité de l'aéroport. La visibilité est mauvaise. Le pilote modifie sa trajectoire pour éviter le pire de la tempête. Request 20-mile deviation to the left as we are descending. Guam Center, Korean 801, request deviation 10 miles left of track. Korean Air 801, roger. Le commandant Park Yong-chol peine à voir la piste devant lui à cause des nombreux nuages. Enfin, il peut voir sa destination. It's Guam. Guam. Good. Korean Air 801, cleared for ILS runway 6, left approach. Glide slope unusable. Kurt Mayo, le contrôleur aérien, avise le pilote que la trajectoire de descente ne fonctionne pas. Celle-ci sert normalement à repérer la piste d'atterrissage, mais puisqu'elle ne fonctionne pas, aucun signal n'est envoyé. Alors que l'avion se positionne pour atterrir, un événement inattendu se produit.
L'aiguille de l'indicateur d'alignement de descente oscille. Is the glide slope working? The glide slope, yeah? Yes. Yes, it's working. Why is it working? L'équipage est perplexe, mais malgré l'incertitude, il se prépare à atterrir. 60 check. Gear down. Check. Approaching 1400. Since today's glide slope condition is not good, we need to maintain 1,440. Please set it. Set. À 1h40 du matin, le contrôleur aérien Kirk Mayo entre de nouveau en communication avec l'équipage du vol 801. Korean Air 801, contact the Ganya Tower 118.1. Il transfère le vol à la tour de contrôle d'Agania et salue l'équipage en coréen. Ganya Ikaseo. 수고하십시오. 118.1. C'est la dernière fois qu'il s'adressera à l'équipage du vol 801. The guy working here probably was a GI in Korea before. Aganya Tower, Korean Air 801 to intercept the localizer 6 left. Korean Air 801 Heavy, Aganya Tower. Runway 6 cleared to land. Korean 801 Roger, clear to land 6 left. Flaps 30. Flaps 30. L'avion entame sa descente, mais les nuages et la pluie cachent à nouveau l'aéroport. Look carefully. Ladies and gentlemen, we're preparing for landing at Aganya International Airport in Guam. Please return your seats to the upright position, fasten your seatbelts, and prepare for landing. Set 560 feet. L'avion descend. L'équipage s'attend à voir l'aéroport dans quelques secondes, mais la pluie nuit énormément à la visibilité. Isn't the glide slope working? Wiper on. Puis, une voix retentit dans le poste de pilotage. C'est le dispositif avertisseur de proximité du sol qui signale que l'avion est à 150 mètres du sol, mais l'aéroport reste introuvable. J'ai effectué ce vol à plusieurs reprises. Je croyais que nous allions atterrir dans 30 secondes. Je me suis penché pour mettre mes chaussures. 200. L'avion est à 60 mètres du sol et l'équipage ne voit toujours pas la piste d'atterrissage. Le temps s'écoule. Let's make a missed approach. Not inside. Not inside. Missed approach. Go around. Go around. Perhaps. J'étais convaincu que l'atterrissage se déroulerait comme prévu. Je sentais que l'avion ralentissait beaucoup, mais je ne craignais rien pour autant. Puis la situation a dégénéré. L'avion se désintégrait. J'ai levé la tête et j'ai vu que tous les compartiments à bagages se vidaient. Le bruit et les vibrations étaient intenses, comme si 1000 Boeing atterrissaient simultanément. L'avion termine sa course folle dans les montagnes boisées de Guam. Au petit matin, un Boeing 747 de Korean Air s'écrase sur l'île de Guam.
Mais pour les quelques survivants, les malheurs ne font que commencer. J'hésitais à détacher ma ceinture de sécurité, au cas où l'avion poursuivrait sa trajectoire ou tomberait dans un ravin. Par miracle, Rika Matsuda, une fillette de 11 ans, a survécu sans subir de blessures. Mais sa mère, blessée, est coincée sous les débris. Barry Small est blessé et terrifié à la vue des flammes qui menacent de ravager l'appareil. La lueur des flammes était si vive que j'ai pu me frayer un chemin dans l'avion. Si les secours tardent à arriver sur les lieux, les survivants blessés risquent de rester coincés dans l'appareil. Il n'y a aucun survivant dans le poste de pilotage, mais les autorités aéroportuaires ignorent tout de la catastrophe. Blessé et impatient de quitter l'appareil, Barry Small se dirige péniblement vers une ouverture dans la cabine. J'ai croisé un obstacle, mais je n'avais pas le choix de passer par là puisque c'était le seul endroit où il n'y avait pas de flammes. Go! Get over it! Maman! Rika. La mère de Rika implore sa fille de quitter l'appareil. Go. 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 Go now. Get out of here. Go. Le feu se propage rapidement. Les survivants tentent de s'échapper, tandis que les secours ignorent toujours que l'avion s'est écrasé. Quelques minutes plus tôt, Kurt Mayo a transféré l'appareil sur la fréquence de la tour de contrôle d'Agania. Il apprend maintenant que l'avion n'a toujours pas atterri. Approach Agania. Did Korean Air come back to you? No. I cleared him to land, and I don't know where he's at. He didn't land? Negative. Oh my God. Quelques minutes plus tard, Chuck Sanchez, le chef des pompiers, part à la recherche de l'appareil. On ignorait où s'était écrasé le Boeing 747. Était-il sur l'île ou dans l'océan? Qu'est-ce qu'on fait? Barry Small souffre d'une fracture à la jambe droite. Il s'éloigne de l'appareil en rampant. Plusieurs survivants sont coincés à l'intérieur. J'avais l'impression d'être sur un champ de bataille, comme dans un film. Il y avait des explosions tout près de moi et les flammes passaient au-dessus de ma tête. Les débris enflammés atterrissaient près de moi. J'ai peine à décrire la scène. Un seul chemin permet de se rendre sur les lieux de l'accident. Les secours doivent emprunter une voie d'accès parallèle à Nimitz Hill. Les secours filent vers l'appareil, mais se butent à un obstacle de taille.
Un pipeline endommagé lors de l'écrasement obstrue la voie d'accès. Impossible de le contourner. Mis au courant de la catastrophe, le gouverneur de Guam, Carl Gutiérrez, vient prêter main forte au secours. Engine Company 7, get this thing out of the way. You guys, get the medikits and come with me. Nous nous sommes arrêtés le plus près possible des lieux avant de nous emparer de nos lampes de poche pour continuer à pied jusqu'à l'appareil. Tout en courant, on se fiait aux cris des survivants pour trouver l'appareil, puisqu'il y avait tellement de broussailles le long du chemin. Sur les lieux, l'incendie ravage l'appareil. Sa jambe droite fracturée, Barry Small ne peut rien pour les survivants qui crient à l'aide. J'ai passé la nuit allongé sur le sol. J'entendais les gens hurler dans des langues étrangères. Leurs cris étaient perçants. Puis plus la nuit passait, plus l'incendie se propageait. Les cris ont diminué avant de cesser pour de bon. Une heure après l'écrasement, Chuck Sanchez et son équipe arrivent sur les lieux. J'ai séparé mes hommes en deux équipes. La première s'est dirigée vers la queue de l'avion, l'autre vers le nez. Carl Gutiérrez, le gouverneur de Guam, aperçoit Rika Matsuda, seule, qui cherche sa mère. Everything will be okay. Je n'osais pas la quitter. Un lien immédiat s'est créé entre cette fillette et moi. Chuck Sanchez, le chef des pompiers, découvre Barry Small étendu dans l'herbe. Il a placé son manteau sous ma tête pour me soulager. On abattait des arbres pour fabriquer des attelles et on donnait nos vêtements de protection aux survivants. Les sauveteurs savent qu'ils ne sauveront pas tous les passagers. Mais Chuck Sanchez refuse d'abandonner. Il envoie ses hommes fouiller les débris de l'appareil. Group 2, start at the tail and work forward. Go. Puis il y a eu une énorme explosion. Je craignais d'avoir perdu mes collègues. Il m'était impossible d'entrer en communication avec mes hommes. Puis l'un d'entre eux a surgi de l'appareil en criant « Tout va bien, nous sommes tous sains et saufs ». À l'aube, les secouristes constatent enfin l'ampleur des dégâts. L'avion a dévalé la montagne et s'est désintégré. Il n'y a que 26 survivants. Les proches des victimes attendent des nouvelles avec grande impatience. Plusieurs des cadavres sont méconnaissables. La plupart des passagers sont coréens. Mais Sean Burke et sa petite amie Wendy Bunton sont parmi les quelques Américains qui se trouvaient à bord. Les parents de Sean Burke reçoivent un appel leur apprenant la nouvelle de l'écrasement.
Suite à cet appel, la belle-mère de Sean Burke ne sait toujours pas s'il est mort. Sean aurait pu être brûlé et être inconscient dans un hôpital. On voulait se rendre là-bas pour le ramener à la maison. La même pensée nous trottait continuellement dans la tête. Il gisait peut-être sur la montagne. Puisque l'île de Guam est un territoire américain, le Conseil national de la sécurité des transports est chargé de l'enquête sur l'accident. Greg Fate est l'enquêteur principal. Avant de commencer l'analyse des débris, il doit composer avec un autre problème. Les proches des victimes sont rassemblés près des lieux de l'accident et rendent la tâche des enquêteurs très pénible. Les enquêteurs d'accident doivent maîtriser leurs émotions, un peu comme les médecins dans les salles d'urgence. Ils voient la destruction et les ravages. Ils entendent les tristes histoires des victimes. Celles des enfants et des innocents sont particulièrement touchantes. Mais les enquêteurs doivent rester objectifs et maîtriser leurs émotions pour effectuer leurs tâches de façon efficace. Nous avons tout d'abord examiné les lieux de l'accident pour mieux connaître l'ampleur des dégâts et établir la meilleure façon de mener l'enquête. Pendant l'enquête préliminaire, Greg Fate constate que de grandes sections de l'appareil sont restées intactes. Le pilote a atterri sur la montagne comme s'il s'agissait d'une piste d'atterrissage. Malheureusement, celle-ci se trouvait près de 5 km plus loin. Les enquêteurs découvrent plusieurs effets qui ont survécu à l'écrasement et à l'incendie, comme la carte d'atterrissage dont se servaient les pilotes à l'approche de l'aéroport de Guam, et le sac de voyage du commandant Park, qui contient plusieurs médicaments sur ordonnance. Certains des comprimés contiennent des benzodiazépines, des substances qui servent souvent de calmant. Les enquêteurs analysent les comprimés et les échantillons des tissus du commandant Park et ajoutent la carte d'atterrissage aux autres preuves qui s'accumulent rapidement. Grâce à l'enregistreur de données de vol, les enquêteurs reconstituent la trajectoire de vol de l'appareil. La descente graduelle de l'avion confirme les soupçons de Greg Fate. L'avion a plus ou moins atterri sur la montagne. Mais la trajectoire de vol est étonnante. Korean Air 801 cleared for ILS runway 6 left approach. Glide slope unusable. Korean 801, Roger, clear for ILS runway 6 left. L'équipage du vol 801 sait que la trajectoire de descente ne fonctionne pas. Le pilote doit prendre les commandes de l'appareil manuellement. Le pilote doit amorcer la procédure de descente par palier. Il se trouve à une certaine altitude, disons de 610 mètres, et lorsqu'il descend à un point déterminé par le DME, l'équipement de mesure de distance, il entame une deuxième descente vers un autre point déterminé par le DME. Si l'équipage suivait la procédure de descente par palier, sa trajectoire ressemblerait à un escalier. Mais après la première marche, le vol 801 a amorcé une longue descente progressive. L'altitude et la longueur des paliers sont calculés afin de prévenir les collisions. Si le pilote ne respecte pas les points déterminés par le DME, qui sont très précis, il risque de heurter un obstacle ou une montagne. Les enquêteurs ont aussi retrouvé l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. Greg Fate et son équipe analysent ces enregistrements pour mieux comprendre les événements. Set 560 feet.
Le commandant Park a ordonné à son copilote de descendre à 2 reprises, bien avant que ce soit nécessaire. L'enregistrement contient aussi d'autres indices. L'enregistreur de conversation du poste de pilotage nous a fourni énormément d'informations. Nous avons constaté que les membres de l'équipage semblaient épuisés. Le vol 801 était un vol nolisé et l'équipage travaillait à des heures inhabituelles. Ces hommes travaillaient normalement le jour et ils devaient maintenant travailler de nuit. Puisqu'il faisait noir, ils avaient sommeil. Selon le résultat des analyses, le commandant Park n'a consommé aucun calmant. Il n'y a aucune trace de médicaments dans son système. Les enquêteurs doivent déterminer pourquoi le commandant a omis de suivre les procédures normales lors de l'atterrissage. Greg Fay découvre un indice important grâce aux enregistrements des conversations. Is the glide slope working? The glide slope, yeah? Au cours de l'été 1997, un vol nolisé de Korean Air s'est écrasé en route vers l'aéroport international de Guam. Il n'y a que 26 survivants. Les enquêteurs sont étonnés en apercevant les débris. Il semble que l'avion ait tenté d'atterrir bien avant la piste d'atterrissage. Greg Fate, l'enquêteur principal, analyse les enregistrements des conversations du poste de pilotage et se penche sur l'échange concernant l'indicateur d'alignement de descente. Is the glide slope working? The glide slope, yeah? Yes. Yes, it's working. Why is it working? Il a vu l'aiguille de l'indicateur d'alignement de descente osciller. Il a demandé au copilote si l'indicateur fonctionnait. Le mouvement inattendu de l'indicateur d'alignement de descente a peut-être distrait le commandant Park, épuisé par le long vol et l'heure tardive. Selon les enregistrements, il est clair que le commandant était obsédé par ce mouvement. Mais Greg Fate ne comprend toujours pas pourquoi l'indicateur semblait fonctionner. Y avait-il un défaut dans cet avion en particulier? Ce problème pourrait-il survenir à bord d'autres appareils? Pour le savoir, il fait appel à l'expert en navigation Nelson Sponheimer. J'ai lu les transcriptions pour mieux comprendre les problèmes de navigation qui ont fait que l'avion s'est retrouvé au mauvais endroit. Puis j'ai tenté de comprendre la confusion de l'équipage, qui croyait que l'indicateur d'alignement de descente fonctionnait. Nelson Sponheimer envoie ses enquêteurs à Guam. Ils survolent l'île pour déterminer si le signal radio de la base militaire aurait pu affecter l'indicateur d'alignement de descente de l'avion de Korean Air. Le récepteur de l'indicateur peut réagir aux signaux radio, surtout si le signal de la trajectoire de descente est absent. Si le signal radio transmet des données particulières, il peut faire osciller l'aiguille de l'indicateur d'alignement de descente. Set 560 feet. Mais le signal ne serait pas continu. L'indicateur passerait en mode de fonctionnement de façon intermittente et pendant très peu de temps. J'ai conclu qu'un signal perturbateur, peu importe s'il provenait d'un autre émetteur ou de l'équipement au sol, comme des émetteurs-récepteurs portatifs, n'aurait pu faire osciller l'aiguille de l'indicateur de façon continue. Si l'indicateur ne fonctionnait pas, pourquoi le commandant Park a-t-il cru le contraire? Et s'il croyait qu'il fonctionnait, pourquoi son appareil s'est-il écrasé sur Nimitz Hill? Isn't the glide slope working? Wiper on. Tandis que les enquêteurs tentent d'élucider les causes de l'écrasement, Barry Small tente de comprendre pourquoi seul lui et 25 autres passagers ont survécu. On a touché le sol au moment où je mettais mes chaussures. Par miracle, je me suis retrouvé dans la position idéale pour survivre à un écrasement. Barry Small est pilote d'hélicoptère et apprenti technicien des transports aériens. Il sait tout des avions. Je crois fermement que ces appareils nécessitent quelques changements. Il croit que les barres transversales des sièges ont causé la fracture de sa jambe et que c'est simplement par chance s'il ne s'est pas cassé l'autre jambe. J'ai fracturé ma jambe droite lorsque celle-ci a heurté la barre transversale sous les sièges devant moi.
C'est mon sac qui empêchait ma jambe gauche de se fracturer. Barry Small a pu s'échapper en marchant sur sa jambe gauche, mais d'autres passagers sont restés coincés. Puisqu'elle n'a que 11 ans, Rika Matsuda a les jambes plus courtes. Celles-ci n'ont donc pas heurté la barre transversale. Rika a pu s'échapper. Go now, get out of here. Mais sa mère est décédée. Barry Small est convaincu que l'incendie qui s'est propagé dans la cabine aurait pu être évité. Les compartiments à bagages contenaient plus de 462 litres d'alcool. Si l'avion avait été complètement rempli, il aurait pu y avoir 2 fois plus d'alcool à bord. Barry Small croit que l'alcool a pris feu à cause des conduites d'oxygène dans le plafond de l'appareil. Selon lui, l'incendie aurait pu être évité. Pourquoi prendre un tel risque? Les avions doivent être sécuritaires. Selon moi, le transport d'alcool dans les avions enfreint les règles de sécurité. Barry Small continue à se remettre de ses blessures. Il tient à ce qu'une telle catastrophe ne survienne plus. Il fait campagne pour changer la fabrication des sièges et modifier les règlements concernant le transport d'alcool. Mais Greg Fate, l'enquêteur principal, cherche encore des réponses. Pourquoi un pilote expérimenté, récompensé par son employeur pour son dossier exemplaire, a-t-il atterri à 5 km de l'aéroport? L'enquête se poursuit. Greg Fate constate que la carte d'atterrissage de l'équipage date de plus de 6 mois. En analysant les pratiques de formation de Korean Air, il constate que certaines informations importantes manquaient à l'équipage. On a découvert que l'équipage de Korean Air savait seulement atterrir lorsque le DME était adjacent à celui de l'aéroport. Le DME est l'équipement de mesure de distance, une série de balises qui signalent l'emplacement de l'avion par rapport à l'aéroport. Dans plusieurs cas, la dernière balise se trouve sur la piste d'atterrissage. Ce n'est pas le cas à l'aéroport de Guam. Cette balise se trouve à 5 km de l'aéroport. Let's make a missed approach. Not inside. Not inside. Missed approach. Go around. Go around. Flaps. Selon notre enquête, sa fatigue et sa formation ont fait en sorte que l'équipage croyait avoir atteint la piste d'atterrissage. Le Boeing 747 pèse plus de 200 000 kilos. Il est impossible de modifier sa trajectoire rapidement. Aveuglé par la pluie et se fiant à son équipement, l'équipage du vol 801 croyait se diriger vers la piste d'atterrissage. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il était déjà trop tard. En poursuivant leur enquête, Greg Fate et son équipe font une découverte étonnante. L'équipement au sol qui aurait pu aider l'équipage avait été désactivé volontairement. En août 1997, plus de 200 personnes ont perdu la vie lorsqu'un appareil de Korean Air s'est écrasé à Guam. Le rapport final des enquêteurs est publié plus de 2 ans après la catastrophe. Il blâme les pratiques de formation de Korean Air et le fait que les pilotes se sont trop fiés à l'automatisation de l'appareil. Il blâme aussi la FAA, l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile aux États-Unis.
Suite à une décision de la FAA, une technologie importante qui aurait pu sauver le vol 801 a été volontairement désactivée. Le système d'avertissement d'altitude minimale de sécurité, le MSAW ou MSA, est en fonction dans la plupart des aéroports. Mais la FAA a changé la façon de l'utiliser à Guam. Grâce au radar, le MSA suit les avions qui se dirigent vers l'aéroport. Si l'avion vole trop bas, le MSA émet un avertissement au contrôleur aérien qui peut le transmettre à l'équipage. Mais à Guam, le système transmettait des données erronées au contrôleur aérien. Les contrôleurs aériens recevaient constamment des avertissements intempestifs. On a donc modifié le logiciel et éloigné le MSA de l'aéroport, ce qui l'a rendu inefficace. Le MSA à Guam suivait donc les avions à plus de 80 km de l'aéroport lorsqu'ils survolaient l'océan. Selon moi, c'était extrêmement irresponsable. Le système devait servir non seulement à protéger le contrôleur aérien, mais aussi les passagers. L'absence du MSA a décidé du destin de l'équipage et des passagers du vol 801. Si le système avait fonctionné, la catastrophe aurait pu être évitée. Sans le MSA, l'équipage n'avait aucune chance. Pour Barry Small, les années suivant l'écrasement ont été particulièrement éprouvantes. L'autorité de l'aviation civile de la Nouvelle-Zélande reconnaît le danger de transporter de l'alcool à bord des avions, mais n'a effectué aucun changement au règlement. De plus, les sièges des avions sont toujours fabriqués de la même façon, malgré ces protestations. J'ai entrepris plusieurs démarches pour changer les choses. Sur le coup, les autorités sont enthousiastes, mais rien ne bouge. Quant au concepteur des sièges, il refuse de m'écouter. On n'a jamais identifié les restes de Sean Burke. Wendy Bunton a été identifiée, mais les échantillons d'ADN prouvent seulement qu'un homme de race blanche se trouvait près d'elle. Pendant un an ou deux, Bill et moi avions espoir que Sean avait survécu à l'écrasement. Chaque fois que le téléphone sonnait ou que quelqu'un se présentait à la porte, on s'attendait à entendre ou à voir Sean. Le père de Sean ne se remettra jamais de la mort de son fils. Je ne ferai jamais mon deuil. Je ressens encore la même tristesse, tous les jours. Tout le monde s'est remis de sa mort, et c'est normal. Mais je resterai inconsolable jusqu'à ce que nous soyons un jour réunis. Barry Small ressent encore de la colère, mais il est aussi reconnaissant d'avoir survécu. Plusieurs personnes m'ont dit que j'ai survécu pour une raison. 9 ans plus tard, j'ignore encore cette raison. Si seulement les autorités effectuaient des changements concernant le transport de l'alcool et la fabrication des sièges, je pourrais enfin comprendre pourquoi j'ai survécu et je cesserais de me sentir coupable.
Le Boeing 737 est l'un des transporteurs aériens les plus populaires du monde entier. Plus de 12 milliards de voyageurs ont utilisé ce type d'avion pour se rendre aux 4 coins du globe. Sans lui, l'aviation commerciale n'emmènerait pas large. Mais en 1991, un incident survenu à bord d'un 737 a failli mettre toute l'industrie en péril. Un accident fatal mobilise une vaste équipe d'enquêteurs. À certains moments, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à résoudre cette affaire. On aurait dit qu'il traquait un tueur en série. Les enquêteurs chercheront des réponses pendant 10 longues années, car le sort de l'aviation commerciale en dépend. Pourtant, plus de 150 personnes mourront avant que le mystère ne soit enfin élucidé. Il est 9h40, le 3 mars 1991. Le vol 585 de United Airlines a quitté Denver il y a 17 minutes à peine et il s'approche déjà de Colorado Springs. L'avion semble profiter de conditions de vol idéales, mais les apparences sont parfois trompeuses. Nice-looking day. Hard to believe the skies are unfriendly. L'avion a été secoué par de fortes turbulences et les météorologistes prédisent des rafales violentes au-dessus de Colorado Springs. Never driven to Colorado Springs and not gotten sick. Le commandant de bord, Harold Green, a 52 ans, 20 années d'expérience de vol et une excellente réputation. Sa copilote, Patricia Edson, âgée de 42 ans, a été l'une des premières femmes à décrocher ce poste chez United Airlines. Flight attendants, prepare for landing. À l'aéroport municipal de Colorado Springs, le contrôleur aérien James Rayfield se prépare à guider le vol 585 jusqu'au sol. United 585, report the airport in sight. Got it? Yep. Airport in sight, United 585. Lower landing gear. United 585 is cleared for a visual approach to runway 35. Weather conditions, wind 320 degrees at 16, gusting at 29. À vitesse ralentie, le Boeing réagira davantage aux turbulences. La copilote Edson veut connaître les conditions d'atterrissage des autres transporteurs. Any reports lately of any loss or gain of airspeed? Yes, ma'am. 500 feet, a 50-knot loss. At 400 feet, a 50-knot gain. And at 150 feet, a gain of 20 knots. Sounds adventurous, thank you. Starting on down. À moins de 3 km de l'aéroport, Harold Darnell, un policier à la retraite, roule vers le marché aux puces, tandis qu'à 1 km d'altitude, les deux pilotes tentent d'effectuer leur descente à vitesse constante. Wait, a 10-knot change here. Yeah, no. Awful lot of power to hold that airspeed. Le vol 585 s'approche de la piste au moment où Darnell perçoit un phénomène étrange. Une rafale inattendue frappe son véhicule et parvient presque à lui faire quitter la route. Another 10-knot gain. 3 flaps. De la tour de contrôle, James Rayfield observe l'approche finale du vol 585. Tandis que l'avion survole l'aéroport, la fréquence des turbulences augmente.
Wow. 40,000 feet. Puis, sans avertissement, le 737 se met à descendre en vrille. Les secouristes arrivent au bout de quelques minutes, mais le 737 s'est littéralement volatilisé. Les débris de l'avion à réaction de 38 tonnes sont maintenant enfouis dans un cratère d'impact noirci par les flammes. L'avion n'a pas glissé ou rebondi sur la piste comme ils le font toujours à l'atterrissage. Il a piqué du nez jusqu'au sol et il est resté exactement à l'endroit où il était tombé. Je suis descendu jusqu'ici et j'ai vu les débris. C'était horrible. Il n'y a aucun survivant. Les 20 passagers et 5 membres d'équipage ont succombé à la vitesse de l'impact et à l'explosion instantanée du carburant. En l'espace de 10 secondes, Colorado Springs est devenu le site d'un des plus mystérieux écrasements de l'histoire de l'aviation commerciale. Les enquêteurs du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, envahissent Colorado Springs. Connus sous le nom familier de frappeurs de tôle, les enquêteurs du NTSB étudient plus de 2000 accidents aériens par année, allant souvent jusqu'à inspecter les débris fumants des carcasses de métal. Tandis que les coronaires plantent des drapeaux rouges près des restes humains, les enquêteurs du NTSB marquent les bouts de métal d'un drapeau jaune à la recherche d'indices qui leur permettront de résoudre le mystérieux écrasement du vol 585 de United Airlines. Tout comme celui d'une fosse commune, l'examen d'un site d'écrasement n'est pas de tout repos. Parmi les enquêteurs affectés à celui du vol 585 se trouve Malcolm Brenner, un spécialiste des performances humaines. Il devra découvrir si l'accident a été causé par une erreur de pilotage. La zone d'écrasement avait été sécurisée par les policiers, mais on y trouvait des camions de l'armée du salut. J'ai obtenu une tasse de café ou de chocolat chaud, et j'ai remercié les bénévoles. Ils m'ont répondu « Non, c'est nous qui vous remercions ». Ils avaient le regard un peu affolé, comme s'ils me plaignaient d'avoir à franchir le cordon de sécurité. Les indices susceptibles d'expliquer l'accident du vol 585 de United Airlines sont enterrés dans un trou noir et profond. Le fuselage du Boeing 737 est pressé en accordéon dans le cratère d'impact, et les restes tordus et calcinés de l'appareil sont éparpillés sur une surface plus petite que celle d'un terrain de football. Une fois au sol, l'avion s'était enflammé. Le feu avait causé beaucoup de dommages, mais ces dommages étaient limités à une surface de terrain assez petite, ce qui indiquait de prime abord que l'avion était intact au moment de l'impact. S'il avait explosé en plein vol ou si certaines pièces s'étaient détachées du fuselage, on aurait vu un cratère beaucoup plus important. En voyant à quel point les pièces étaient brûlées et endommagées, je me suis dit que ce serait long. Dans de telles circonstances, le processus d'enquête est très laborieux. Mais en commençant leur travail, les membres de l'équipe du NTSB ne savent pas que le dossier du vol 585 va devenir la plus longue enquête sur un accident de l'histoire de l'aviation commerciale. Une étape essentielle de l'enquête est l'analyse de l'enregistreur de conversation. 70% des accidents aériens sont en partie causés par une erreur de pilotage. Brenner doit donc déterminer le rôle joué par les navigants Green et Edson dans la catastrophe. À l'époque, je me souviens que les deux navigants m'avaient fort impressionné. Ils savaient comment relâcher la tension, car le commandant avait fait preuve d'humour.
La copilote avait suggéré d'augmenter la vitesse par mesure de sécurité et le commandant avait accepté de le faire. Ils formaient une bonne équipe. Airport in sight, United 585. Lower landing gear. Pris au hasard, ce bout d'enregistrement m'a prouvé qu'il s'agissait d'un excellent équipage. Donc ma première impression a été que l'accident avait probablement été causé par une défaillance mécanique. Tandis que l'enquête sur l'accident du vol 585 progresse, la possibilité d'une défaillance mécanique est sérieusement envisagée. Quelques secondes avant l'écrasement, l'avion s'est couché sur le dos pour ensuite tomber en vrille. Les enquêteurs se demandent si cette soudaine rotation a pu être causée par la perte d'un moteur ou d'une aile. La carcasse du Boeing accidenté prouve qu'il était intact au moment de l'impact, mais les enquêteurs ne savent pas si ses moteurs étaient en bon état de fonctionnement. Les techniciens inspectent les turbines des turboréacteurs et découvrent de la terre profondément enfoncée dans chaque fente. Ces aubes de rotor tournoyaient visiblement et aspiraient de l'air au moment de l'impact. Les moteurs fonctionnaient, mais les techniciens ne savent pas s'ils fonctionnaient à plein rendement. Les indicateurs de pression hydraulique de l'avion ont été détruits et leurs écrans fracassés. Les aiguilles des indicateurs semblent avoir été arrachées par la violence de l'impact, mais ils dévoilent tout de même de précieux renseignements. Durant un examen minutieux, les enquêteurs découvrent un indice important. Au moment de l'impact, une des aiguilles a rayé la plaque de l'indicateur de pression hydraulique. Cette marque prouve que les moteurs du Boeing fonctionnaient correctement lorsqu'il s'est écrasé. La possibilité d'une panne réacteur écartée, il reste une seule défaillance mécanique capable d'avoir causé le brusque tournoiement et la chute fatale du vol 585. Les enquêteurs sont maintenant convaincus que le Boeing a subi une panne fatale des gouvernes et ils soupçonnent fortement la gouverne fixée à l'arrière de la queue de l'avion. On s'est mis à inspecter toutes les gouvernes qui auraient pu contribuer au roulis, en commençant par la gouverne de direction. Ils examinent la gouverne de direction sur les lieux de l'accident, mais la violence de l'impact ne leur facilite guère la tâche. La plupart des pièces de l'avion sont trop tordues ou calcinées pour être analysées, mais un élément essentiel est demeuré presque intact, la servocommande. Constamment utilisée durant le vol, la servocommande exécute les mêmes fonctions que la servodirection d'une voiture. Lorsque le pilote appuie sur la pédale de direction, la servocommande utilise du fluide hydraulique pour convertir ses mouvements mesurés en une pression suffisante pour déplacer l'énorme gouvernail du 737. Le noyau de la servocommande est le servodistributeur double. Assemblé en forme de canette, il comporte deux coulisseaux qui glissent en sens opposé pour orienter le flux du fluide hydraulique sous pression qui actionne le gouvernail. Ce servo distributeur est en quelque sorte unique, car il réunit deux valves en un seul élément, donnant lieu à toute une série d'interactions impossibles à obtenir avec des valves hydrauliques ordinaires. En démontant la servocommande, un technicien y trouve des copeaux de métal flottant dans le fluide hydraulique. C'est une découverte inquiétante, car de telles particules pourraient bloquer la servocommande et empêcher les pilotes d'utiliser la gouverne de direction. Une défaillance microscopique aurait-elle pu terrasser un avion à réaction de 38 tonnes? Greg Phillips ne peut le jurer, car même si la servocommande et le servodistributeur double sont en meilleur état que le reste de l'épave, ils sont tous deux endommagés.
L'avion s'est écrasé et a brûlé dans un espace assez restreint. Les commandes de vol et les pièces que nous aurions dû mettre à l'épreuve ont donc été gravement endommagées. Tellement endommagées, en fait, qu'il nous a été difficile de prendre des mesures et d'exécuter des tests fonctionnels. Pour vérifier les pièces dont il dispose, Greg Phillips se rend en Californie au laboratoire de Parker Hannifin, le fabricant de la gouverne de direction. Les étranges copeaux de métal flottant dans les chambres de la servocommande sont écartés comme cause possible de l'accident. Il semble que des filtres les tiennent à l'écart du fragile cerveau distributeur qui oriente le fluide puis actionne le gouvernail. On ne trouve pas d'autres éléments susceptibles d'avoir causé un mouvement inattendu du gouvernail durant le vol 585. Aucune information concrète ne nous permettait d'affirmer que la servocommande, le cerveau distributeur ou toute autre pièce du circuit de commande de vol avait causé l'accident. Greg Phillips soupçonne encore un problème technique, mais en l'absence de preuves concrètes d'une défaillance de la servocommande ou du cerveau distributeur, il doit signer la décharge. It's a pass. La théorie de la défaillance mécanique écartée, on se tourne vers un ultime suspect, les conditions météo en montagne. Greg Salotolo, un expert des accidents d'avion reliés à la météo, tentera de déterminer si les vents violents qui soufflaient ce jour-là ont pu provoquer l'écrasement. Plusieurs accidents d'avion ont été attribués aux effets des ondes orographiques. En 1966, un Boeing 707 de la BOAC, la British Overseas Airways Corporation, s'est désintégré dans une turbulence orographique près du mont Fuji. Des vents violents se jettent contre les cimes des montagnes en créant des turbulences orographiques sur leur face abritée. Il s'agit de courants descendants invisibles, mais extrêmement agités, qui peuvent fondre sur un avion avec une force dévastatrice. En étudiant les données aérologiques en surface et en altitude, et en parlant à des résidents de la région, on s'est rendu compte que la théorie des turbulences orographiques se tenait. Salotolo rencontre plusieurs habitants de la région qui avaient remarqué des conditions météo inhabituelles le jour de l'accident. Le récit de Darnell est l'un des plus intéressants. Une violente rafale a secoué son camion quelques instants avant l'écrasement du vol 585. Mais en poursuivant son enquête, Salotolo comprend qu'il est fort peu probable qu'une turbulence orographique ait fait dégringoler le Boeing du ciel. Nice looking day. Hard to believe the skies are unfriendly. Les turbulences orographiques se forment dans des zones de pression atmosphérique très basses. Si le vol 585 en avait traversé une, l'aiguille de l'altimètre aurait monté en flèche, tandis que l'avion aurait été aspiré vers le haut. L'enregistreur de données de vol du Boeing ne nous a donné aucune indication en ce sens. L'enregistreur de bord a plutôt indiqué une brusque et mortelle perte d'altitude au moment où l'avion tombait en vrille vers le sol. L'enquête sur l'accident du vol 585 de United Airlines dure depuis près de 21 mois. Le NTSB s'est penché sur l'équipage, la météo, la servocommande et des milliers d'autres éléments de preuve. Ces enquêteurs ont échoué. Pour la 4e fois depuis sa fondation, le Conseil national de la sécurité des transports publie un rapport sans conclusion. La cause de l'écrasement du Boeing 737 demeure inconnue. On avait investi énormément de temps et d'efforts dans cette enquête, et on n'y avait encore rien compris. On aurait dit qu'il traquait un tueur en série. Le mystère du vol 585 le remplissait de frustration parce qu'il craignait qu'un tel accident ne se reproduise. Et moins de 2 ans après la diffusion du rapport d'enquête du NTSB, l'histoire se répète. Deux ans après l'écrasement du vol 585 de United Airlines, on ignore encore la cause de l'accident.
L'enquête dure depuis si longtemps que les membres du NTSB craignent qu'un autre 737 soit entre-temps victime d'une catastrophe similaire. Le 8 septembre 1994, leur pire crainte se réalise. À 19 h, le vol 427 de US Air traverse un ciel paisible et dégagé à proximité de Pittsburgh. Le commandant de bord, Peter Germano, et son copilote Chuck Emmett préparent l'approche finale. Folks, from the flight deck, we should be on the ground about 10 more minutes. Sunny skies, a little hazy. Flight attendants, please prepare for landing. I ask you to check the security of your seatbelt. Thank you. US Air 309, descend and maintain 6000. Près de l'aéroport, les deux pilotes cherchent un autre avion à réaction qui a 10 km d'avance sur le leur. Looking for the traffic. I see the jet stream. Tandis qu'ils traversent la turbulence que l'avion a laissée dans son sillage, leur 737 effectue un brusque roulis à gauche. Hold on, hold on. Hold on. Shoot! Les manœuvres désespérées ne donnent aucun résultat. What the hell is this? What the hell? Shoot! Oh God! Oh God! 427, emergency! Oh shoot! Oh! Oh God! Oh God, no! Les équipes de secours arrivent rapidement, mais le destin du vol 427 est déjà scellé. Les 132 passagers et membres d'équipage étaient condamnés d'avance. Le carnage est tel que le site d'écrasement est déclaré biologiquement dangereux par les autorités. Avant l'accident du vol 427, les États-Unis n'avaient jamais exigé le port de tenues d'intervention contre les produits biologiques sur un site d'écrasement. Elles nous compliquaient la vie, car elles étaient très chaudes et très inconfortables. Encore aujourd'hui, dès que j'enfile une paire de gants de caoutchouc, je me souviens du site de Pittsburgh. Le NTSB demande au commandant John Cox, pilote de 737 et un des experts en système de navigation de l'Association internationale des pilotes de ligne, de se joindre à l'équipe d'enquête. Tandis que les coronaires tentent de récupérer des restes humains, l'enquêteur en chef Tom Houter comprend que la recherche d'indices sera longue et ardue. En arrivant sur le site de l'écrasement, on a tout de suite été frappé par son aspect. Il n'y avait pas d'avion, juste des fragments éparpillés. On n'aurait jamais deviné qu'il s'agissait de la carcasse d'un avion. Grâce à l'aide des témoins oculaires et aux enregistrements des deux boîtes noires, les enquêteurs voient bientôt des ressemblances étonnantes avec l'accident non résolu du vol 585 de United Airlines. En fait, le deuxième accident semble être le reflet de l'autre, inversé dans un miroir. Durant son approche finale, le vol 585 a viré à droite, tandis que le vol 427 virait à gauche. Les deux équipages n'ont pas eu le temps de réagir, et au bout de quelques secondes terrifiantes, les deux avions ont dégringolé en vrille jusqu'au sol. Toute l'équipe était au courant de l'accident du vol 585 à Colorado Springs, mais on a essayé de mettre cette information en veilleuse et d'étudier ce nouvel écrasement sans idée préconçue. L'enquête continue et la liste des ressemblances s'allonge. Les moteurs du vol 427 étaient en bon état de fonctionnement au moment de l'impact. Malgré tout, on note une différence importante. Contrairement à celui de United Airlines, le Boeing de US Air volait vers Pittsburgh dans un ciel paisible. Folks, from the flight deck, we should be on the ground about 10 more minutes. Sunny skies, a little hazy. Selon l'enregistreur de bord,
l'avion s'approchait de Pittsburgh dans un ciel magnifique, sans la moindre turbulence. De plus, les pilotes étaient détendus et ils discutaient de l'atterrissage. Flight attendants, please prepare for landing. Ask you to check the security of your seatbelts. Thank you. Comme il l'a fait dans l'affaire du vol 585, Greg Phillips se chargera d'évaluer les possibilités de défaillance mécanique. Très vite, il fait une découverte prometteuse. Par miracle, une bonne partie de la queue et de la gouverne de direction du Boeing 737 est encore intacte. Les appareils hydrauliques dissimulés dans la queue semblent également très peu endommagés. Phillips et Hauter se préparent à les expédier au fabricant Parker Hannifin, qui les testera. Le NTSB est sur la sellette. Il devra résoudre le mystère de ce nouvel accident le plus tôt possible. Les écrasements des vols 585 et 427 sont étrangement similaires et ils impliquent des avions du même type, deux Boeing 737. La cote de sécurité du Boeing dégringole à vue d'œil et l'aviation commerciale risque de perdre des milliards de dollars ou même d'être anéantie. En tant qu'enquêteur, on ne pouvait pas tolérer deux accidents de 737 inexpliqués. Ce type d'avion volait trop souvent et il se rendait partout dans le monde. Il transportait tout simplement trop de gens pour qu'on accepte d'en demeurer là. Si un troisième 737 était impliqué dans un accident similaire, on courait le risque de voir tous les 737 brusquement interdits de vol. Careful with it. L'enquête sur l'accident du vol 427 est peut-être la plus importante affaire de l'histoire du NTSB, mais elle risque de mobiliser d'énormes effectifs pendant de nombreuses années. En tant qu'enquêteur en chef, je ne me suis jamais permis de penser qu'on ne résoudrait pas cette histoire. On faisait constamment de nouvelles recherches. Dès qu'on avait une piste, on l'étudiait à fond. En poursuivant son enquête, le NTSB ne peut rien négliger. Entre autres scénarios improbables, il évalue même la possibilité qu'une nuée d'oiseaux ait pu provoquer l'écrasement du 737. Ils ont considéré les effets d'interférence électromagnétique. Ils ont reçu des appels de citoyens qui leur parlaient des rayons de la mort des Russes. Quelques témoins ont rapporté qu'après sa descente, l'avion avait plané quelques instants avant d'exploser. On n'a pas retenu ces rapports. Le suspect numéro 1 de l'équipe d'enquête est le cerveau distributeur double, un élément de la servocommande qui sert à actionner la gouverne de direction des 737 et qu'on soupçonne d'avoir causé l'accident du vol 585. Parker Hannifin a fabriqué le cerveau distributeur. Dans ses laboratoires, des enquêteurs examinent la cavité principale de la servocommande du Boeing de US Air. L'histoire de United Airlines se répète lorsqu'ils découvrent de minuscules copeaux de métal flottant dans le fluide hydraulique. Mais Boeing et Parker Hannifin n'en démordent pas. Les filtres conçus pour empêcher les débris de bloquer les fragiles coulisseaux de métal ont fait leur travail. L'enquêteur Greg Phillips veut vérifier lui-même. Si les copeaux ont bloqué les coulisseaux, ils ont dû laisser de petites éraflures sur le métal. On ne trouve aucune trace d'éraflure. Another pass. OK. Phillips exige que les techniciens soumettent le cerveau distributeur à toute une série d'épreuves dans l'espoir de découvrir ses points faibles. S'il en identifie un, il comprendra peut-être comment deux avions ont pu littéralement tomber du ciel. Mais encore une fois, ses efforts sont vains. Cet élément a passé tous les essais de fonctionnement imaginables. Il n'a pas échoué une seule fois. Il a toujours respecté les paramètres qu'on lui avait assignés. Il y aura bientôt 2 ans que le vol 427 s'est écrasé et l'enquête piétine lamentablement. 2 Boeing 737 ont péri de façon très similaire et le NTSB n'a pas élucidé le mystère. Les années passaient et nous étions tous extrêmement frustrés. Un indice important nous avait sûrement échappé. L'enquête empiétait sur leur vie privée. Ils accumulaient les heures de travail. Ils y songeaient constamment.
On s'attaquait à un avion qui avait une des meilleures cotes de sécurité de l'histoire de l'aviation civile. C'était l'enfant chéri depuis 30 ans, et aujourd'hui, on tentait de prouver qu'il nous avait tous trompés. Ça le rongeait. Une nuit, il a même eu un cauchemar dans lequel il était convoqué par le comité du Congrès qui se mettait à l'interroger à propos d'un 3e écrasement. Dans le rêve de Tom, les caméras étaient pointées vers lui, tandis qu'un membre du Congrès lui demandait pourquoi ne pas les avoir interdits de vol. Les enquêteurs sont à court d'idées. Ils sont également à court d'indices et ont grand besoin d'aide. Mais le 9 juin 1996, ils obtiennent enfin l'information qui leur livrera la clé du mystère. East Wing 517, you're clear for landing. En ce début d'été, l'écrasement du vol 585 de United Airlines et celui du vol 427 de US Air font encore l'objet d'une enquête. Les risques d'accident se multiplient au fil des jours. Tom Houter et son équipe cherchent fébrilement de nouvelles informations et le 9 juin 1996, East Wing 517, you're clear for landing. la chance leur sourit enfin. Le commandant de bord Brian Bishop fait son approche finale vers l'aéroport international de Richmond en Virginie. Soudain, l'appareil vire brusquement à droite. Je savais que la gouverne de direction faisait défaut, mais j'ignorais la gravité du problème. J'ai donc tiré le manche à volant dans l'autre direction et enfoncé la pédale de direction inverse. Elle n'a pas bougé. Pendant plus de 30 secondes, le 737 vole sur son aile droite, tandis que le commandant tente de l'empêcher de se renverser complètement. Puis en un court instant, les forces mystérieuses qui tenaient l'avion dans leurs griffes lâchent prise et il se redresse aussitôt. En quelques secondes, tout est redevenu normal. On a amorcé la liste de vérification. Mais avant que j'aie pu finir ma première phrase, l'avion s'est emballé de nouveau. Pour la deuxième fois, le 737 est propulsé sur son aile. Pendant 30 terribles secondes, il semble se diriger lui-même. Puis, aussi vite que la première fois, le mouvement de roulis prend fin. Après la deuxième défaillance, j'ai dit à mon copilote, annonce une urgence. Tell the controller we have flight control problems. Ils devront ralentir leur vitesse avant d'atterrir, ce qui augmentera le facteur de risque. Si une troisième rotation survient, la vitesse ne sera pas suffisante pour redresser l'avion. À un moment donné, je demandais à mon copilote de regarder par le hublot et de trouver un coin sans lumière. Il faisait nuit et je voulais éviter les quartiers et les zones habitées. Il m'a calmement répondu, il y a un coin sombre de ce côté-là. Heureusement, il n'y a pas de troisième incident. Le commandant Bishop exécute une descente rapide et le vol 517 atterrit sans encombre. En quelques heures, les péripéties du vol 517 sont connues du NTSB et l'équipe d'enquête sur l'accident du vol 427 de US Air prend la route de Richmond. L'enregistreur de données de vol était intact, l'avion était intact. On s'est précipité sur les lieux. L'avion n'a pas bougé d'un centimètre. Il est resté sur la piste jusqu'à notre arrivée. Il y avait beaucoup de représentants de la FAA et du NTSB. Ils voulaient tous nous interroger. C'était une chance inespérée pour le NTSB. Il tenait enfin un 737, victime d'une défaillance de sa gouverne de direction, mais intact, et un pilote bien en vie capable de leur décrire l'expérience. Je crois que l'avion était bien plus important à leurs yeux que mon témoignage.
Il leur a fourni plus de pistes de recherche que je ne l'aurais pu. Les enquêteurs du NTSB comprennent très vite que le vol 517 a subi une avarie dangereusement semblable à celle des deux autres Boeing. S'ils parviennent à découvrir pourquoi le 737 de Eastwind a viré sur son aile, ils pourront peut-être expliquer l'écrasement mortel des deux premiers vols. On leur a demandé ce qui s'était passé, et ils nous ont répondu que la pédale de direction fonctionnait mal. Le pilote nous a dit « J'étais pratiquement debout sur cette pédale et elle refusait de s'enfoncer. » Seigneur! Grâce au témoignage inattaquable du commandant Bishop, les enquêteurs ciblent immédiatement la gouverne de direction du Boeing de Eastwind. La servo-commande est détachée de l'avion, inspectée puis soumise à de nouveaux essais. À la frustration générale, l'élément joue parfaitement son rôle. On a testé l'avion alors qu'il était intact. On l'a examiné de A à Z. On a effectué des essais en vol. Il a réussi toutes les épreuves. Après avoir cherché des indices pendant 5 ans, après avoir frisé la catastrophe avec un troisième 737, après avoir interrogé un pilote survivant, Hawter décide de pousser son suspect numéro 1, la servo-commande, dans ses derniers retranchements. Un de nos experts a dit qu'il avait entendu parler d'une épreuve de choc thermique faite par des militaires. En déposant un actionneur frigorifié dans du fluide hydraulique brûlant, ils avaient remarqué qu'il avait des réactions étranges. Nous avons donc élaboré une épreuve de choc thermique assez radicale. Le 26 août 1996, les enquêteurs du NTSB se réunissent à Valencia, en Californie, pour assister à l'ultime épreuve de la servo-commande du vol 427 de USAir. Après avoir trempé dans la glace carbonique, la servo-commande reçoit une bouffée d'azote gazeux qui simulera la température de moins 40 degrés qui règne à 10 000 mètres d'altitude. Puis, un technicien y injecte rapidement du fluide hydraulique surchauffé à 77 degrés Celsius et il enclenche le mécanisme de départ. On observait tous les mouvements de l'actionneur. Gauche-droite, gauche-droite. Et il s'est soudainement arrêté sans en avoir reçu l'ordre. It just jammed. Stop working completely. Take a look. Greg Phillips fait démonter le servo-distributeur pour qu'on y cherche des traces d'éraflure. Mais on n'en trouve aucune. Look at that. Doesn't leave a trace. Cette découverte leur a permis de prouver que le servo-distributeur contrôlant la gouverne de direction pouvait se bloquer et que l'avarie devenait aussitôt indétectable. C'est une découverte inquiétante et le 737 n'a pas encore livré tous ses secrets. Nous sommes le 15 octobre 1996. Le Conseil national de la sécurité des transports tente depuis 5 ans de résoudre son enquête la plus déconcertante, qui réunit 2 accidents bien distincts mais étrangement semblables. L'écrasement du vol 585 de United Airlines, dans lequel ont péri 25 passagers et membres d'équipage. Et 3 ans plus tard, celui du vol 427 de USAir qui a fait 132 victimes. Après avoir examiné des centaines d'indices, les enquêteurs ont fait une découverte étonnante. Une épreuve de choc thermique a révélé que dans certaines circonstances, le cerveau distributeur hydraulique de la gouverne de direction d'un 737 peut se bloquer. It just jammed. Mais ils n'ont pas encore atteint le bout du tunnel. Nous avons fait davantage de progrès lorsqu'un ingénieur de Boeing, qui étudiait les données de l'épreuve thermique, a noté des chiffres qui indiquaient qu'à ce moment, le cerveau distributeur fonctionnait en sens inverse. Whoa.
Les experts sont stupéfaits. Le cerveau distributeur peut non seulement se bloquer, mais aussi fonctionner en sens inverse. En clair, un pilote qui tente de corriger un mouvement de roulis en appuyant sur la pédale de direction pourrait voir sa gouverne tourner dans le sens contraire et plonger son avion dans une vrille mortelle. C'est la même chose en voiture. On croit tourner à droite, mais le véhicule roule vers la gauche et on ne s'en rend pas compte avant d'avoir quitté la route. Dans les 3 cas, les pilotes ont été confrontés à un phénomène si inhabituel qu'ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Tout ça explique pourquoi le copilote Chuck Emmett a continué à appuyer sur la pédale de direction. Il se demandait pourquoi l'avion ne virait pas à droite. Il sentait bien qu'il s'en allait à gauche. Jusqu'au bout, Chuck Emmett a enfoncé son pied sur la pédale de direction en espérant que le gouvernail allait les tirer de cette vrille mortelle. Mais il n'avait aucun moyen de savoir qu'il expédiait son Boeing droit au sol. Ever driven to Colorado Springs and not gotten sick? Flight attendants prepare for landing. Après avoir déterminé la cause de l'écrasement du vol 427 de US Air, les enquêteurs du NTSB reviennent à l'accident inexpliqué du Boeing de United Airlines. Another 10-out game. En retournant à l'affaire de Colorado Springs, on pouvait maintenant comprendre les mouvements du commandant de bord. Il s'approchait du sol et soudain, il a appuyé sur la pédale de direction du gouvernail inversé, qui a violemment repoussé son pied. Cette hypothèse cadre parfaitement avec notre analyse de cet équipage technique. Nous avons pu démontrer le mode de défaillance et il correspondait aux données de l'enregistreur de bord des 2 avions. Tout était parfait. Nous avions donc de nouvelles informations concernant le vol 585 et nous avons pu produire un nouveau rapport d'enquête. À peine 10 secondes ont séparé l'inversion de la gouverne de direction de l'impact. L'équipage technique du vol 585 n'a jamais eu la moindre chance de sauver l'avion ou ses passagers. Grâce à l'enquête du NTSB, des changements radicaux ont été appliqués aux critères de sécurité des Boeing 737 et de toute l'industrie de l'aviation. De nouveaux protocoles de formation ont été conçus pour aider les pilotes à réagir à des situations inattendues en plein vol. De nos jours, les pilotes de 737 apprennent à réagir rapidement à l'emballement ou à l'inversion de la gouverne de direction. Dans un accident comme celui du vol 427, si les pilotes avaient eu l'information dont nous disposons maintenant, je crois qu'ils auraient pu atterrir à Pittsburgh sans encombre. La FAA a également exigé que Boeing modifie son cerveau distributeur double afin d'éliminer toute possibilité d'inversion. L'entreprise a dû dépenser des centaines de millions de dollars pour remplacer les cerveaux distributeurs des milliers de 737 en service partout dans le monde. Le NTSB ne supporte pas les accidents inexpliqués parce qu'ils nous empêchent de resserrer les mesures de sécurité. Le sort tragique des vols 585 et 427 nous aura au moins permis d'améliorer la cote de sécurité de la flotte de 737. Les frappeurs de tôle du NTSB auront mis 10 ans à résoudre les mystérieux écrasements des vols 585 et 427. C'est la plus longue enquête de l'histoire de l'aviation commerciale. Dans le milieu de l'aviation, certaines personnes n'ont pas encore accepté la théorie du NTSB. Pour ma part, après en avoir discuté avec des pilotes, des ingénieurs et des représentants de Boeing, et après avoir passé énormément de temps en compagnie des enquêteurs, je suis persuadé qu'elle est parfaitement exacte. Depuis le remplacement des cerveaux distributeurs, aucun 737 n'a subi d'accident similaire. Et il est redevenu l'avion de passagers le plus populaire et le plus rentable de la planète.